Alors, on répète, ça c'est un autre exemple, je pense qu'il représente bien ce qui se passe un peu partout. Les propriétaires de cette résidence dans l'est de Montréal disent « ce n'est plus payant, on veut convertir ça en logement, on va faire plus d'argent ». En 2 mots, si je résume, là? Bien, écoutez, je connais pas ce cas-là en particulier, mais c'est des cas qu'on voit un peu trop souvent. Puis le propriétaire qui est là maintenant, il a acheté la résidence, je crois, en 2021, si je me trompe pas dans ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Mais le propriétaire original l'a vendu parce qu'il n'arrivait plus. Puis c'est un monsieur qui était dans les résidences pendant une vingtaine d'années. Donc, la problématique, c'est toujours les mêmes. Les gens n'arrivent plus, puis il y a 3 raisons principales pourquoi est-ce qu'on voit ces problèmes-là. Le premier, c'est vraiment financier. Le financier a plusieurs ampleurs, si vous voulez, que ce soit au niveau des soins, de la façon qu'elles sont payées par le gouvernement. Ils ne sont pas à la hauteur des coûts, donc tout le monde perd de l'argent. Il y a aussi les enjeux au niveau loyer et transfert de coûts vers les aînés. Les aînés n'ont pas la capacité de les prendre toujours. Okay. Le deuxième, c'est la main-d'œuvre. Puis la troisième, c'est la réglementation qui est rendue lourde un peu. OK. Main-d'œuvre, réglementation. Mais je veux revenir au rendement de ce secteur. Est-ce que le cas d'espèce, vous n'avez pas tous les chiffres, mais dans l'ensemble des fermetures, il y a des gens qui disent c'est pas qu'on perd de l'argent, c'est qu'on en ferait beaucoup plus si on transfère ça en loyer ordinaire. Là. On n'aurait pas à payer une infirmière, on n'aurait pas à payer ceci, cela. Là. Ça, ce sont des acheteurs immobiliers qui achètent des résidences parce qu'elles sont à rabais. Une résidence vaut beaucoup moins cher qu'un bloc immobilier. Mais les vrais propriétaires de résidences, ceux qui font ça depuis longtemps, font ça pour les aînés. Moi, j'ai des membres qui ont de l'immobilier, qui ont des résidences pour aînés. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils ont des résidences pour aînés, puis ils ont la main sur le cœur, puis ils perdent de l'argent avec les résidences. Puis c'était pas de l'immobilier. Ils perdent de l'argent avec les résidences? Ils perdent de l'argent avec les résidences à cause des soins. Plus? Non, ils perdent de l'argent avec les résidences à cause des soins. Je vous dirais qu'on a fait... Mais Eddie Savoie, là, puis je peux nommer d'autres noms. Réal Bouclin, on a vu. Pas des gens qui étaient pauvres, ça. Bien, M. Bouclin a fait faillite. Oui, mais il y a beaucoup dépensé. Bien, il y a beaucoup de différentes raisons, mais les taux d'inoccupation étaient élevés, les coûts n'arrêtaient pas d'exploser, les enjeux de main-d'œuvre ont fait en sorte que ça les a étouffés. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Eddie Savoie, bien, M. Savoie, c'est un monsieur qui a fait de l'argent dans l'immobilier en général et ensuite les résidences pour aînés. D'ailleurs, c'est un pilier parce que ce monsieur-là, c'est lui qui a commencé la création de l'idéation au niveau des résidences pour aînés. Il cherchait une place où faire vivre ses enfants, ses parents, excusez-moi, puis il trouvait rien. Fait qu'il est allé en Europe voir ce qui se faisait, puis il a développé quelque chose ici. Fait que oui, ça marche encore, puis ils ont des loyers bas. Donc, il y a toutes sortes d'offres qui sont sur le marché. Puis il ne faut pas oublier que 75 des résidents en RPA sont autonomes. Ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement besoin de soins ou des choses comme ça. Ce qu'on voit fermer, c'est les résidences qui ont des soins parce qu'elles n'arrivent plus avec les soins. C'est ça un des gros enjeux. Puis on a des solutions. Monsieur Fortin, qu'est-ce que vous demandez? On a la ministre qui est là en direct, là. Qu'est-ce que vous demandez précisément au gouvernement pour éviter d'autres fermetures comme celle-là? Bien, 3 choses, je vous dirais. La première, on a besoin d'un crédit d'impôt sur la masse salariale des soins, spécifiquement des soins. On l'a fait dans le jeu vidéo, la presse écrite, ça les a sauvés. Crédit d'impôt. Sur la masse salariale des soins. Le deuxième, on a besoin d'avoir une grille nationale de coûts parce qu'aujourd'hui, il y a des régions qui payent 18 $ de l'heure pour des soins, d'autres 34, d'autres 22. Les temps varient d'une place à l'autre, c'est ridicule. Simplifier la réglementation. Mais l'homogénéiser, la rendre standard à travers la province. Puis le dernier, c'est vraiment de s'assurer de faire les achats de soins et de faire les évaluations parce que les aînés, quand ils commencent à avoir des problèmes, ils se détériorent. Donc, quand on est pris avec des gens qui se détériorent, mais les CIS, les CIUS ne viennent pas faire les évaluations, nous, on donne des soins gratuitement, des fois pendant 1 an. Alors, on creuse un trou, là, on ne peut pas fonctionner comme ça. Fait que c'est 3 des gros enjeux. Qui payent plus vite pour les soins médicaux. Oui. Merci, M. Fortin. Mais merci. Au revoir à la prochaine.